Alors moi, première déclaration de principe, si je viens aux amitiés franco-russes, c'est parce que je ne suis pas en guerre contre les Russes. C'est évident que pour moi, tous les liens qui doivent être maintenus avec la population russe, d'abord pour ne pas avoir à préciser que tous les Russes ne sont pas responsables de ce qui se passe en Ukraine. Et donc, il y a des gens ici qui, effectivement, peuvent avoir vis-à-vis de cette crise une certaine distanciation. Bon. Deuxième chose, je vous rassure, je ne suis absolument pas un spécialiste de la Russie. Le titre, c'est à moi qu'il est dû, puisque j'ai écrit un bouquin qui s'appelle « La fabrication de l'ennemi dans les démocraties », puisque mon passé, si vous voulez, est pour l'essentiel un passé de haut fonctionnaire. Donc moi, mon sujet, c'est le processus de décision politique. Et pour avoir été longtemps sur les affaires stratégiques, puis ensuite à la Délégation générale pour l'armement, à la DGSE, etc., j'ai ressenti la nécessité, quand je suis passé en retraite, d'essayer de diagnostiquer ce processus décisionnel, notamment celui de la fabrication de l'ennemi. Alors, pourquoi ça? Parce que finalement, dans une démocratie, quand vous voulez déclarer la guerre, il faut qu'elle soit démocratique. La différence avec une dictature, c'est que vous n'avez pas autour de vous des gens qui disent « oui, chef, bonne idée, chef, on aurait dû y penser avant, chef ». Là, il faut qu'il y ait un processus décisionnel qui justifie vis-à-vis de l'opinion que la guerre est le seul recours, si vous voulez, le recours à la violence. Donc ça, c'est un processus, si vous voulez, que moi j'ai trouvé absolument important à diagnostiquer, puisque l'ayant vécu de l'intérieur, je me suis rendu compte, parmi mes erreurs de jeunesse, j'avais fait de l'histoire. Bon, quand j'ai passé la grecque d'histoire, je me suis dit, ça va, j'ai compris comment ça se passe, la superstructure, l'infrastructure, etc. Ça partait du postulat que le décideur avait toujours lu le dossier, qu'il avait discuté, qu'il avait échangé, que finalement il avait pris une décision rationnelle. Bon, quelle n'a pas été ma déception quand, ayant participé à des décisions publiques, je me suis rendu compte que le ministre ne lisait pas les dossiers, qu'il était entouré par des gens, des cabinets qui n'avaient comme seul souci que de savoir s'ils pouvaient monter en grade, si vous voulez, par rapport au ministre, et que la crise avait d'autant moins d'importance que l'URSS n'existant plus, il n'y avait pas de raison de se préoccuper, donc il fallait, à partir de 91, je reviendrai sur ce virage, on avait une espèce de marché ouvert, c'est-à-dire quelle serait la crise que dorénavant on pourrait gérer ou au contraire laisser tomber, puisque de toute façon l'URSS n'existait plus. Donc, si vous voulez, 91, c'est un virage très important. Pourquoi? Parce que, bon, c'est indépendamment du fait que l'URSS disparaît, ça veut dire que tout le paradigme sur lequel était construite toute la pensée stratégique pendant 70 ans, c'est-à-dire on ne peut pas négliger une crise parce que si on la néglige, c'est l'autre qui va l'instrumentaliser, pof, tout ça, ça disparaît. Vous connaissez la phrase d'Arbatov au sommet d'Helsinki qui dit « je vais vous rendre le pire des services, je vais vous priver d'ennemis ». Et étant dans les affaires stratégiques, si vous voulez, vous n'avez plus d'ennemis, vous avez deux solutions. Soit vous licenciez, bon, ce qui est quand même toujours en soit vous inventez de l'ennemi. Et on a connu dans la décennie 91 justement ce processus d'invention de l'ennemi. Alors, les Américains avaient un pion d'avance puisqu'effectivement, il restait la matrice intellectuelle et donc ils ont sorti le clash des civilisations, ils ont sorti la fin de l'histoire. Le clash des civilisations, c'est fantastique puisque ça montre que les seules aires géographiques menaçantes sont comme par hasard l'islam et l'Asie. Évidemment, nous, on a fait une trentaine d'interventions militaires entre-temps, mais ce n'est pas grave, puisque nous, c'est le camp du bien. Donc, évidemment, vous n'allez pas nous soupçonner d'être des bellicistes. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, qui est très importante sur le plan de la communication, c'est la guerre du Golfe. Pourquoi la guerre du Golfe? Parce que c'est la première guerre post-guerre froide, donc les Russes s'abstiennent, et donc on va intervenir pour libérer le Koweït, grande démocratie devant l'éternel, qui a été envahi par un salaud de dictateur qui s'appelle Saddam Hussein. Donc on a un logiciel, si vous voulez, tout à fait nouveau, qui va permettre de faire une intervention onusienne. Et juste petit flashback, rappelez-vous que Saddam Hussein, dans les années 80, quand on va le soutenir contre l'Iran, c'est le grand réformateur socialiste du monde arabe. Bon, c'est pas grave, on peut changer de casquette, c'est nous qui déterminons les qualificatifs, donc il ne faut pas vous inquiéter pour ça. Donc, 91, on va commencer à connaître la guerre en live. Pourquoi? Parce que vous vous souvenez, 6 mois de préavis avant l'attaque, donc toutes les chaînes de télévision de la planète viennent s'installer en Arabie Saoudite. Tous les jours, il fallait produire de l'information, puisqu'on savait qu'il y en avait 6 mois avant le début de l'offensive. Donc c'est l'époque du triomphe de CNN, c'est l'époque du triomphe de la 5 chez nous, et je me souviens, tous les jours à midi, on allait voir s'il y avait du nouveau. Mais il n'y avait pas de nouveau. Il n'y avait pas de nouveau, mais simplement, il fallait fabriquer de l'information. Et c'est un processus qui va évidemment d'autant plus se développer qu'avec la multiplication des chaînes d'infos en continu, vous avez ce processus où l'information doit de toute façon être générée, même si on n'en a pas. Alors, sur le sujet, donc toutes les chaînes de la planète s'installent et le jour J, la guerre se déclenche. Manque de chance, elle se termine en 120 heures. On est en 4 jours, 5 jours. Donc, vous vous rendez compte du fric dépensé pendant 6 mois pour entretenir des équipes pour une guerre qui va s'arrêter au bout de 4 jours. Mais ça ne fait rien. Il en sort 2 conclusions essentielles. C'est que d'abord, la supériorité des armées occidentales est tellement forte qu'on va s'auto-légitimer gendarme de la planète. Alors,
Sur le processus, encore une fois, du complexe militaro-intellectuel, rappelez-vous que l'armée de Saddam Hussein, c'était la 4e armée du monde. J'ai jamais su qui était la 3e, mais enfin, elle était la 4e. Et donc, le fait de détruire la 4e armée du monde en 3 jours vous montre cette supériorité militaire évidente sur laquelle, ensuite, on va construire cette légitimité de l'intervention policière sur la planète. Pourquoi je dis policier? Parce que les conflits dans lesquels on va intervenir n'ont plus d'enjeu stratégique. Ce sont des conflits qui sont sur des motivations complètement différentes. La Somalie, ça va être pour de l'humanitaire. Le bombardement du Kosovo, c'est à cause du massacre le bombardement de la Serbie, ce n'était pas à cause du massacre au Kosovo. On a des interventions à Timor, me demandez-moi où est Timor, je n'ai jamais réussi à le localiser sur la carte, mais ça ne fait rien, on était légitimés pour ça. Et donc, le choc va arriver évidemment le 11 septembre. Alors le 11 septembre, c'est d'autant plus intéressant que vous avez effectivement deux choses qui sont essentielles. La première, c'est que le choc aux États-Unis est tel. Je rappelle que les États-Unis sont un pays qui n'a jamais connu la guerre. Ne me parlez pas de la guerre de sécession. Le dernier combattant est mort en 1955. Bon, donc il n'y a plus, si vous voulez, de l'idée que ce que c'est qu'une ville détruite, des tickets de rationnement, des points d'eau, etc., etc. Donc le choc psychologique est absolument gigantesque aux États-Unis. Et quand vous avez une société qui est traumatisée comme celle-là, vous avez deux solutions. Soit vous vous dites « pourquoi nous ?» Et dans ce cas-là, il faut faire une espèce d'audit critique, pourquoi ça tombe sur les Américains alors que Ben Laden, on le connaissait, etc., etc. Ou alors, vous avez une solution toute faite qui est fournie par les psys, qui commence à apparaître à partir de cette année-là. C'est-à-dire, non, non, vous inquiétez pas, vous êtes normal, c'est l'autre qui est fou. Et vous remarquerez que les psys, aujourd'hui, ils font tous du diagnostic de Poutine. Alors, vous savez que Freud s'est toujours opposé au diagnostic de quelqu'un qu'on n'a jamais rencontré, mais ça ne fait rien. Le lieu du débat se place sur le plateau télé dorénavant. Et on a cette inversion extraordinaire, c'est que ce n'est pas l'expertise, ce n'est pas la connaissance du sujet qui fait l'expert, c'est l'apparition sur le plateau télé qui fait l'expert. Et donc vous avez ce que j'ai appelé le complexe militaro-intellectuel qui se constitue à ce moment-là. Ce complexe militaro-intellectuel va être sollicité, quel que soit le degré de connaissance du sujet, de façon à pouvoir alimenter ces chaînes d'information en continu. On en a quand même 5 à plein temps, si vous voulez, sur la France. Et une chaîne d'infos en continu, ça fait à peu près 12 à 15 minutes d'information réelle par heure, mais le reste devant être du débat. Bon, alors, faire du débat, ça veut dire que quand même, il faut trouver 4 personnes, si possible par heure. Donc, vous faites la multiplication sur la journée, vous imaginez avec les 5 chaînes, etc. Donc, vous avez une espèce d'appel d'air extraordinaire de gens qui vont être qualifiés d'experts parce qu'apparaissant à la télé. Alors, j'aime beaucoup justement l'apparition des psys parce que je ne pensais pas seulement au... Enfin, ce processus d'expertise, on l'a vécu avec le Covid. Rappelez-vous le nombre de médecins qui sont apparus sur une maladie que personne ne connaissait, mais qui étaient là parce que médecins. Donc chacun devait avoir une opinion et devait dire, mais le Covid c'est comme ci et comme ça. On a eu toutes les folies possibles et imaginables, y compris l'hydrochloroquine. Donc vous voyez comment ce processus pervertit le rapport à la connaissance. Alors, sur le 11 septembre, donc formidable expérience, puisque 15 Saoudiens sur 19 terroristes, mais enfin, il ne faut pas s'arrêter à des détails comme cela. Donc, vous avez ce processus de passe-passe extraordinaire des Américains qui font que, en janvier 2002, au rapport sur l'état de l'Union, George Bush accuse l'Iran, l'Irak et la Corée du Nord. Vous imaginez la tête de la Corée du Nord en pensant qu'ils sont responsables des attentats du 11 septembre. Les deux autres, ils savaient qu'ils étaient dans la cible, mais les Nord-Coréens, j'aurais été curieux de savoir comment ils voyaient ça. Et donc, vous allez à la suite de ça avoir une espèce de légitimation, encore une fois, de cette fonction policière, mais cette fois placée au niveau de la guerre, c'est-à-dire l'invasion de l'Irak. Alors, l'invasion de l'Irak, c'est fascinant, parce qu'encore une fois, je vous dis, c'était le grand réformateur à l'époque où il faisait la guerre à l'Iran. Je dois être un esprit chagrin, parce que rappelez-vous que la guerre Iran-Irak, c'est quand même la guerre d'agression de l'Irak contre l'Iran, mais on va réussir à mettre sous embargo l'agressé pour soutenir l'agresseur. Ce n'est pas la peine que je revienne sur ce point parce que vous ne comprenez rien en droit international. Donc, on a aidé jusqu'au bout l'agresseur en lui fournissant y compris des navigateurs sur les super-étendards qu'on lui a fournis, c'est-à-dire qu'on a été totalement co-belligérant. Bon. Donc, Saddam Hussein a changé de casquette puisqu'il a envahi le Koweït et que là, ce n'est pas bien du tout. Et donc, cette guerre qui va se déclencher sur décision unilatérale des Américains, elle a deux sous-bassements idéologiques qu'il est extrêmement important à comprendre. Les deux sous-bassements idéologiques, c'est d'abord les néoconservateurs américains. Les néoconservateurs américains sont ceux qui ont repensé le monde après la disparition de l'URSS. C'est-à-dire, l'essentiel de leur axe de réflexion, c'est comment peut-on maintenir la suprématie unique des États-Unis sur une planète sur laquelle il faut justement pouvoir mettre un peu d'ordre là-dedans.
La deuxième racine idéologique, ce sont les néo-évangéliques. Les néo-évangéliques, c'est la version radicale, si vous voulez, que sont les salafistes pour l'islam. C'est-à-dire, c'est un mouvement réformateur né à l'intérieur des États-Unis. Bon, je ne vous fais pas le détail, si vous voulez, on y reviendra. Mais ils ont, par exemple, justifié la guerre d'Irak pour des motifs totalement théologiques. Alors, le motif théologique est d'autant plus intéressant qu'il part du principe que dans la Bible, il est annoncé que, une fois le grand Israël constitué, le Messie reviendra. Vous voyez avec qui les évangéliques vont se retrouver d'accord, c'est-à-dire ils vont être totalement d'accord avec Netanyahou en se disant de toute façon si on supprime l'Irak, on supprime un des obstacles, si vous voulez, au triomphe d'Israël et à la constitution du Grand Israël, et donc il faut y aller. Bon. Alors, je ne reviens pas sur le point théologique, vous savez que pour les Juifs, le Messie n'est jamais venu, tandis que pour les néo-évangéliques, il est déjà venu une fois. Donc un jour, Netanyahou, qui avait quand même quelques nécessités de maintenir de bons rapports avec les néo-évangéliques, qui se sont mis à discuter de ce point-là, mais visiblement ça calait sur le plan théologique. Et donc Netanyahou s'en est sorti en disant, écoutez, le jour où le Messie reviendra, on lui posera une seule question, et c'est est-ce que c'est la première fois ou est-ce que c'est la deuxième fois que tu viens? Bon, c'était une manière de sortir, si vous voulez, du débat théologique qui en fait a abouti à des conséquences stratégiques. Deuxième caractéristique de cette guerre d'Irak, vous vous souvenez, c'est ce mensonge fantastique de Colin Powell à l'Assemblée générale de l'ONU, avec sa petite fiole. S'il l'avait laissé tomber, on aurait drôlement rigolé, parce que s'il y avait effectivement des armes de destruction massive dedans, il manquait, l'Assemblée générale de l'ONU aurait disparu. Bon, donc il n'y avait probablement rien. Et donc l'homme a été manipulé, probablement d'ailleurs par des républicains américains, parce qu'il était le grand concurrent de George Bush. Donc effectivement, l'homme qui avait gagné la guerre du Golfe, militaire prestigieux, etc. Bon, là, c'est fini, Colin Powell disparaît. Donc vous vous rendez compte que ce mensonge qui trouvait sa légitimité, encore une fois, dans des bases idéologiques, pas dans une réalité, puisque la IEA avait expliqué qu'il n'y avait plus d'infrastructures nucléaires, les experts chimiques expliquaient que toutes les usines de fabrication d'armes chimiques avaient disparu, mais ce n'est pas grave, il fallait que la guerre arrive. Donc la guerre se passe. Alors, je continue, si vous voulez, dans la catégorie articulation de l'outil militaire et de l'objectif politique. La logique militaire des Américains, quand ils ont la totalité de la supériorité, ce qui était effectivement le cas par rapport à l'Irak, ils commencent par raser tout. Ils rasent les usines, les ponts, les routes, les usines de dessalement d'eau, etc., etc. Et puis ensuite, les troupes arrivent. Bon. Donc, les troupes débarquent dans un pays totalement dévasté, dans lequel il n'y avait plus ni l'eau, ni la sécurité, ni l'électricité, etc. Mais on explique aux Irakiens qu'ils avaient de la chance puisqu'ils ont la démocratie. Et les Irakiens disaient, ouais, c'est bien peut-être la démocratie, mais à l'époque de Saddam Hussein, on avait l'eau, la sécurité et l'électricité. Vous voyez ce décalage entre la méthode militaire et l'objectif politique, c'est quelque chose qu'on va connaître souvent, et sur lequel moi je me suis souvent interrogé, parce qu'encore une fois, vous dites, c'est vrai que si vous dites à un certain moment qu'il faut faire la guerre, bah, effectivement, les militaires prennent la main et les militaires, ils ont comme objectif de gagner la guerre. Donc le politique, George Bush était un personnage qui avait une caractéristique, c'est qu'il n'était jamais sorti des États-Unis, sauf une fois au Mexique quand il était étudiant. Ce qui ne donne pas une connaissance extraordinaire de l'univers. Bon, enfin, nous, on a bien eu un président de la République qui était président du Conseil général de la Corrèze, ce qui, effectivement, n'ouvre pas non plus sur des perspectives internationales très poussées. Donc, on est dans cet espace-là. Si vous voulez penser qu'on a une relève générationnelle, Chirac était le dernier président de la République qui avait fait la guerre. Il a fait la guerre d'Algérie. Il s'engueulait avec Jox, d'ailleurs, parce qu'ils n'étaient pas d'accord sur le putsch, etc. Mais enfin, ils avaient connu la guerre. Et donc, quand Chirac décide de ne pas aller en Irak, il sait de quoi il parle. En plus, c'était un homme qui avait beaucoup voyagé et qui disait ça va provoquer une catastrophe. Ces deux successeurs vont prendre la route des Américains pour aller faire la guerre en Irak et en Syrie. Bon. La conséquence, vous la connaissez, c'est les attentats du 11 septembre, de 2015, c'est-à-dire le moment où on a effectivement des attentats en France avec des mecs qui tirent sur les gosses au Bataclan en disant « vous tuez des enfants chez nous, on vient tuer des enfants chez vous ». Donc le lien était mécanique, si vous voulez. Mais on n'a jamais eu, si vous voulez, de la part des autorités, cet espace de phase d'autocritique en se disant « mais on n'a pas de légitimité à intervenir militairement sur la planète entière ». Bon. Donc ce 11 septembre, c'est là que, si vous voulez, se passe ce phénomène des psys qui apparaissent dorénavant comme des experts des relations internationales. Alors, ce 11 septembre, évidemment, va faire basculer la totalité du système. Vous connaissez la suite, je ne vous la fais pas... Je ne vais pas beaucoup plus loin. Malheureusement, la suite, vous la connaissez, c'est-à-dire, effectivement, aujourd'hui, la destruction de la Syrie, de l'Irak. Enfin, bon, l'Afghanistan, ça a toujours résisté. L'Afghanistan, c'est absolument prodigieux parce que
vous savez que les Afghans avaient gonflé les Anglais, ils ont gonflé les Russes, et ils ont gonflé les Américains. Donc il y a quand même quelque chose qui ne va pas, si vous voulez, pour les manuels de théorie militaire, c'est pas bon ça. Mais pour une raison assez simple, encore une fois, parce que si vous ne connaissez pas le terrain, vous ne gagnez jamais la guerre. L'Afghanistan, c'est une zone qu'on appelle une zone de confins en termes géopolitiques. C'est-à-dire toutes les populations qui étaient massacrées par les empires périphériques, que ce soit l'empire iranien, l'empire tsariste ou l'empire indien, si vous voulez, s'étaient tous réfugiés dans cette zone de l'Hindoukouche, qui est une zone fragmentée en vallées. Donc quand vous allez en Afghanistan, chaque vallée est différente de la vallée à côté. Donc vous pouvez toujours prendre la capitale, tout le monde s'en fout. C'est le premier objectif de toutes les guerres, et on va prendre la capitale. Simplement, après, il faut maîtriser le pays. Et comme je vous le disais, ils avaient réussi à gonfler les Anglais, ils ont gonflé les Russes, et ils ont gonflé les Américains. Les Russes, ils sont restés que 10 ans, ils ont eu raison assez vite. Les Américains sont restés 20 ans. 20 ans, pour au bout du compte décider qu'effectivement on n'y arrivait pas. Donc vous voyez encore une fois cette idée d'euphorie dans laquelle on était après la guerre du Golfe, c'est probablement en train de se terminer aujourd'hui, mais on y reviendra si vous voulez. Mais donc on est dans cette situation où aujourd'hui l'Occident commence à prendre la mesure, si vous voulez, des limites de cette forme d'action internationale qui est l'action militaire. Je fais juste une petite incidente pour conclure, on ne parle jamais de guerre. Il ne faut pas parler de guerre. Si vous parlez de guerre, vous êtes obligé légalement de saisir le Parlement, vous êtes obligé d'ouvrir une discussion, vous êtes obligé d'ouvrir un débat. Donc ce sont des opérations militaires extérieures. Tiens, on l'avait inventé avant Poutine, hein, je me souviens. Mais pourquoi? Parce qu'encore une fois, on est enfermé dans cette logique qui fait que si vous déclarez la guerre, il y a tout un processus légal, si vous voulez, auquel il faudrait passer. Donc on fait bien des séances parlementaires, mais sans vote, de façon à dire, oh, ouais, non, mais quand même, on a raison. Donc voilà, c'est un peu sur ce ton un peu cynique, si vous voulez, que je terminerai mon intervention. Alors merci d'abord à Irina pour son invitation. Oui, moi aussi je viens d'un dialogue franco-russe, ce qui n'est pas dans le milieu universitaire très bien vu, je ne vous cache pas. Le dialogue, pourquoi je viens au dialogue franco-russe? Parce que je suis pour le dialogue. J'ai des connexions profondes avec la Russie, et quand je dis la Russie, c'est pas l'État, je ne suis pas un agent du Kremlin ni un porte-parole quelconque, mais j'ai vécu aussi, j'ai une longue expérience de ce pays, et des connexions qui sont pas avec l'État russe, mais plutôt avec la Russie elle-même, et je sais très bien que l'État russe ne représentait pas tous les Russes, et qu'à partir du moment où des universitaires spécialistes de la Russie refusent d'aller dialoguer dans une association qui s'appelle le dialogue franco-russe, il y a quand même un tout petit problème, à mon sens, de positionnement, comme on dit, par rapport à son objet de recherche. Bon, voilà. Donc, ceci étant dit, je vais poursuivre les réflexions que Pierre Conessa a ouvertes, d'ailleurs, qui seront absolument dans le prolongement. J'ai lu, et je conseille à tous de le faire, sa Fabrication de l'ennemi, qui est vraiment un bouquin de réflexion très profonde sur plein de choses. Ah non, qui est un super bouquin, je conseille à mes étudiants, certains sont là, ils le savent. Alors, la Russie est redevenue, alors une des raisons pour lesquelles aujourd'hui on a cette amplification du conflit, on va dire, médiatique, et même du conflit au sein de l'opinion publique française à propos de la Russie. Vous avez lu comme moi hier l'éditorial du Monde, Sylvie Kaufmann, etc. Donc bon, on est vraiment dans une phase, on va dire, d'intensification nette. La Russie est en fait redevenue ce que moi j'appelle le meilleur ennemi de l'Occident. Après un interlude qui va de la fin des années 80, c'est-à-dire de la perestroïka à Gorbatchev, la fameuse Gorbimania, les années 90 dans lesquelles la Russie connaît ses réformes de passage à l'économie de marché et à la démocratie, et qui connaît aussi une profonde crise économique et sociale, il y a une nouvelle guerre froide donc, qui s'est glissée sur les pas de la première. C'est ce que je raconte vers une nouvelle guerre froide. Et aujourd'hui, on est vraiment dans une nouvelle conflictualité qu'on peut appeler nouvelle guerre froide, je ne sais pas, enfin, qui n'a jamais été aussi chaude que la guerre froide précédente. Et la raison pour laquelle la Russie est redevenue le meilleur ennemi de l'Occident, c'est parce que c'est un ennemi commode, un ennemi balisé, identifié, qui est une construction en fait ancienne et très efficace. Et moi, je vais partir de l'idée que c'est parce que la Russie est un ennemi commode, comme représentation, que c'est assez facile de réactiver tout ça. Pourquoi? Parce que on pourrait penser que, alors là je parle sous votre contrôle, la construction de l'ennemi s'effectue de manière rationnelle. On pourrait imaginer qu'on a d'abord une menace,
qu'on analyse. Et puis à partir de ça, à partir de cette menace qu'on identifie, voilà, la menace vient de là, le danger, c'est les armes nucléaires russes, c'est le fait que la Russie soit un pays qui nous produit, enfin duquel on importe les matières premières énergétiques, c'est un pays qui trafique les campagnes électorales, peu importe. On va identifier les menaces et à partir de là, on va construire un ennemi. Donc là, il y a une certaine rationalité. Et donc, dans ce processus, la menace, en fait, définit l'ennemi. Et aujourd'hui, en fait, c'est plutôt l'inverse. C'est-à-dire que quand on réfléchit à la question de savoir quelle est la menace que représente la Russie pour la France, par exemple, est-ce que l'ennemi russe, tel qu'il est présenté, est proportionnel à la menace qu'il représente, on s'aperçoit assez vite que l'ennemi et la menace, en fait, sont assez différentes, c'est-à-dire à certains égards même contradictoires. Et je pense que c'est un des problèmes les plus intéressants à étudier. Et si on en revient à notre ennemi russe qui est aujourd'hui l'ennemi principal, c'est pas l'ennemi qui représente la menace la plus forte pour notre sécurité, je pense, mais c'est l'ennemi le plus efficace du point de vue médiatique. Et ce que je vais essayer de faire avec vous, ce que je vais faire, c'est vraiment des observations de l'actualité, avec quelques éclairages comme ça, mais il n'y aura rien de très original. Mais comment on en est arrivé là, en fait? À ce qu'on identifie comme ennemi, et on désigne comme ennemi un pays qui représente, certes, un certain degré de menace, mais qui ne représente pas une menace ni existentielle, ni imminente, ni proportionnée à l'image de l'ennemi qu'on en fait. Alors, la nouvelle guerre froide, je l'ai dit, c'est la continuation de la première. Alors, qu'est-ce qui a changé aujourd'hui par rapport à la première guerre froide, si on peut dire? Alors, moi, je réfléchis à la guerre froide globalement, c'est-à-dire que je vois ça comme un affrontement militaro-stratégique, premièrement, à la sortie de la Seconde Guerre mondiale, qui va s'amplifier, qui va se constituer autour de la course aux armements. Et autour de cet affrontement militaro-stratégique se développe toute une série d'autres affrontements connexes. La rivalité des modèles sociopolitiques, donc communisme, socialisme d'un côté, capitalisme de l'autre, démocratie libérale d'un côté, système communiste de l'autre, etc. Et aussi, il y a une dimension importante, qui est celle de la guerre des représentations, c'est-à-dire que cette conflictualité Est-Ouest va voir se développer pour l'illustrer des représentations esthétiques, culturelles, des images, des mots. Donc, par exemple, on va chercher en fait des expressions de part et d'autre pour désigner l'adversaire. Donc on va s'auto-qualifier monde libre en Occident par opposition au totalitarisme, par exemple. Bon. Et puis, en face, on va s'identifier ou se nommer camp socialiste face à un monde capitaliste qui est soupçonné de vouloir absorber et détruire les acquis de la Révolution et le socialisme. Bon, en un mot, en fait, dans l'ancienne guerre froide, le discours suivait, le discours et l'image et les représentations suivaient l'idée. C'est-à-dire on avait une idée centrale, qui était une idée politique, donc l'opposition à tel modèle, l'opposition, la conflictualité, l'idée, et le discours suivaient tout ça. C'était dans la logique. Je n'allais pas dire qu'il maquillait, mais qu'il habillait, en fait, cette conflictualité. Alors, ce qu'il faut bien comprendre dans la nouvelle guerre froide, c'est que le monde a changé, que les modes de diffusion de l'information ont beaucoup changé, et que la nouvelle guerre froide se développe dans les années 90, surtout 2000 et 2010, dans un contexte où les médias, en fait, ont acquis un pouvoir autonome de producteurs de représentation. Ce que je veux dire, c'est qu'on le voit à l'échelle globale, les représentations politiques sont plus tellement créées par des États ou par des idéologies centralisées, mais par des médias. Et donc, cette idéologie, autrefois, qui partait de l'État et qui prenait des habits divers, il y avait l'idéologie communiste, les idées libérales, etc. On est dans une production tout à fait différente, qui fait que les idéologies sont fabriquées non plus par des appareils, mais par les médias elles-mêmes, et dans l'objectif d'être diffusées. Donc c'est beaucoup plus diffus, c'est beaucoup plus difficile à identifier. Et en fait, l'idéologie aujourd'hui, c'est plus tellement un corpus d'idées, mais c'est plutôt des idées qui circulent dans les éditoriaux. Alors, si vous avez remarqué, par exemple, en France, mais c'est un peu partout. Tout à l'heure, vous avez parlé
des chaînes d'infos continues. Autre fléau, à mon sens, c'est l'éditorialisme généralisé. Donc, si vous ouvrez une radio à 7 h et que vous allez jusqu'à 9 h, vous avez des éditoriaux avec des journalistes, des gens qui parlent, qui vous expliquent le monde et qui vous disent comment il faut le voir, le penser. Donc, dans toutes les radios, moi qui suis un très grand fan en France Musique, heureusement, on n'a pas ça, mais sur Radio Classique, maintenant, c'est absolument... je trouve ça très pénible. Bon, les émissions de débat, et puis tout ça, c'est chez nous en France, mais c'est ailleurs en Europe, et c'est aussi aux États-Unis, et c'est aussi en Russie. Et alors, je ne connais pas la Chine, mais j'imagine que ça doit être un peu pareil. Donc, ces médias produisent en fait des mots-clés. Elles produisent du discours, elles produisent des punchlines, et les gens fabriquent à partir de ces médias des punchlines qui sont diffusées ensuite, qui ont un effet boule de neige dans Twitter et autres réseaux sociaux. Et donc cette fabrication des idéologies, en fait, elle a tellement changé qu'en réalité, il y a toujours des États qui fabriquent des idéologies d'État, la Chine, la Russie dans une certaine mesure, mais même dans ces pays, et même en Russie, j'observe, les producteurs principaux de l'idéologie ne sont pas l'État ou le discours de Poutine ou je dirais les idéologues du Kremlin, c'est vraiment les médias eux-mêmes. Donc, ce qui veut dire qu'en termes de représentation de valeurs, la nouvelle guerre froide, elle est beaucoup plus... elle est beaucoup plus basique que l'ancienne. C'est ça que je veux dire, au niveau intellectuel. On va recycler des images, donc ça explique qu'il y a beaucoup de recyclage des discours et des images de la première guerre froide. On ne cherche pas, en fait, à réfléchir, on cherche à produire un effet. Et du point de vue occidental, après la chute de l'URSS, le discours dominant, c'est quoi? Enfin, l'idée dominante, produite par cet effet de médias, c'est que la Russie ne s'est pas convertie aux valeurs occidentales comme on l'espérait et comme on l'aurait souhaité. C'est orienté autrement vers un État autoritaire, néo-soviétique, de plus en plus hostile à l'Occident, avec des velléités néo-impérialistes régionales. Et donc, pour contrer cette puissance néo-impérialiste, il faut un renforcement de l'OTAN en Europe, etc., etc. Point de vue russe, par contre, de la nouvelle guerre froide, c'est qu'après la crise profonde des années 90, qui marque l'échec en fait, de l'implantation du modèle occidental en Russie, la Russie doit reconstruire un État fort, souverain, conservateur, légitime, au lieu de la majorité des Russes, incarnée par la personnalité de Poutine. Bon. Et tout ça, en fait, ces idéologies, ce sont des ensembles d'idées, de mots-clés, de valeurs, ce qu'on appelle les valeurs. En fait, les valeurs, c'est des mots-clés, hein, c'est des espèces de trucs de propagande basiques. Donc, d'un côté, on a en Occident, je dirais, un occidentalisme qui prend corps, qui va se développer dans les années 90, mais beaucoup dans les années 2000 et surtout 2010. Et si on observe comme ça le faisceau d'idées charriées par cet occidentalisme, il se structure en fait dans son opposition avec les régimes autoritaires. Donc tout à l'heure vous avez parlé de l'Irak, la Corée du Nord et de l'Iran, qui étaient d'ailleurs des États voyous, me semble-t-il, rogue states. Bon, le cercle des ennemis de la démocratie s'est élargi. La Chine, l'Iran et la Russie sont maintenant les trois principaux adversaires, qui sont des adversaires idéologiques. Et dont on les décrit comme... pourquoi ils sont des adversaires? Parce qu'ils sont anti-occidentalistes. Voilà. Et donc, ce qui est intéressant dans ce phénomène actuel de la circulation des idéologies, c'est que les idéologies se construisent beaucoup en définissant et en contrant l'adversaire, et non pas tant en tant que se définissant soi-même. Donc, l'occidentalisme en Occident, dans les pays occidentaux, c'est-à-dire États-Unis et l'Union européenne, enfin pays d'Europe, gagne en puissance, et il a gagné en puissance en fait considérablement à partir des années 2000, 2010, 2020. On parle beaucoup des oppositions entre chefs d'État, le discours de Poutine à Munich, bon, tout ça c'est tout à fait exact, mais il y a aussi des effets presque autonomes du discours lui-même, qui fait que cet occidentalisme, il se développe, il va se répandre, devenir un discours dominant, de plus en plus dominant, de plus en plus, donc quand on est de plus en plus dominant, on prétend de plus en plus à la domination et on supporte de moins en moins que quelqu'un, même une toute petite voix, dise des trucs différents. Ça, c'est pas possible. Bon. En Russie, en face, on a un patriotisme, donc en face de cet occidentalisme, qui va prendre corps et qui va se développer. Alors, c'est pas seulement, comme disent
nos journaux préférés, l'idéologie de Poutine. Hein, ce patriotisme, c'est quelque chose de bien plus complexe et bien plus large que une simple idéologie d'État. Le noyau dur de ce patriotisme russe, c'est le socle, ce que j'appelle la socle mémorielle de la victoire de 1945, et qui donne à la Russie, héritière de l'URSS, son statut de grande puissance mondiale. C'est parce que l'URSS a gagné la Seconde Guerre mondiale qu'elle a obtenu un statut de grande puissance. Et donc, il y a ça, déjà. Et ensuite, cette victoire est le fondement, je dirais, du lien entre les élites politiques et le peuple, au-delà du scepticisme qui peut, et la méfiance mutuelle qu'il peut y avoir en Russie depuis les années que je vais en Russie. J'ai toujours vu que les gens étaient très, très sceptiques et méfiants à l'égard des élites et inversement. Mais néanmoins, il y a ce socle patriotique sur lequel on construit, je dirais, l'idéologie en circulation. Ce que je veux dire finalement, c'est que d'un côté comme de l'autre, dans cette nouvelle guerre froide, c'est plus l'idée qui va provoquer le discours et l'image, c'est le discours et l'image qui fabriquent l'idée. C'est très important ça, parce qu'en fait, ça tourne en boucle, voilà. Et ça montre. Alors, j'ai discuté il y a quelques années à Moscou avec un ami qui se trouve travailler dans les cercles du pouvoir, je veux dire ça comme ça, voilà. Et on parlait de cette mobilisation patriotique qui s'appelait les Régiments Immortels, qui a été lancée en 2012 et puis qui a été ensuite développée en 2014-2015. Qui est on qualifie de renouvellement du répertoire du patriotisme en Russie, c'est-à-dire que quelqu'un a eu l'idée, quelque part en Sibérie, que bientôt les anciens combattants, les derniers anciens combattants de la Grande Guerre patriotique allaient mourir, que comment est-ce qu'on va fêter le 9 mai quand il n'y aura plus que 3 personnes qui tiendront des drapeaux et feront les défilés, le monument aux morts, ce sera fini. Et qu'il y a eu cette idée que bien les gens allaient se réapproprier grâce à Internet les photos de leurs ancêtres morts à la guerre ou des faits militaires ou vivant cette période, et qu'ils allaient les imprimer sur leurs imprimantes préférées, les coller sur un bout de carton et défiler avec le jour du 9 mai. Donc ça va faire un 9 mai patriotique et civique et démocratique, parce que tout le monde pourra montrer sa grand-mère, son grand-père, enfin, pourquoi pas. Ça a très bien marché, ça. Bon, voilà. Ça a très très bien marché, ça a eu un succès très important en Russie, avec des millions de personnes dans les rues le 9 mai. Alors pourquoi je vous dis ça? Parce que tout simplement, cet ami, à qui je disais, quel est en fait le rôle de l'État là-dedans? Quel est exactement, est-ce que le pouvoir, le Kremlin ou les ministères ont été derrière cette initiative, ou est-ce qu'ils ont poussé? Il dit oui, dans un second temps, il y a eu effectivement un appui quand on a compris que ça pouvait être très utile de renouveler ce répertoire, mais au départ, c'est une initiative complètement civique contre laquelle, d'ailleurs, les pouvoirs locaux étaient assez contre. Ils se disaient, mais qu'est-ce que c'est que ces gens qui défilent avec des pancartes? Est-ce que c'est de la parodie? Est-ce que c'est... on se moque des anciens combattants? Qu'est-ce que ça veut dire? Bon. Et il me disait, dans la même phrase, en fait, notre problème à nous, pouvoir, c'est qu'on ne sait pas parler à la jeunesse. Le patriotisme russe, il recycle toujours les mêmes trucs. Voilà. On est sur ce socle mémoriel de la Grande Guerre patriotique et on n'arrive pas à trouver un discours, un langage, une communication avec la jeune génération. Bon, je vous livre ça. Je vous livre ce qui m'a été dit. Alors, deuxième remarque. Donc, la Seconde Guerre froide, la Nouvelle Guerre froide, c'est la continuation de l'ancienne. Maintenant, il y a un phénomène intéressant qui est, que j'appellerais, je ne sais pas si vous êtes d'accord, Pierre, la virtualisation de l'ennemi. C'est-à-dire que l'ennemi réel s'efface derrière l'ennemi virtuel. Alors, je vais essayer de m'expliquer. C'est-à-dire, finalement, l'ennemi devient tellement une construction médiatique qu'on interprète tout tellement à travers ça qu'on ne sait plus très bien quelles sont les stratégies que l'ennemi mène dans la réalité. La virtualisation conduit à ne plus comprendre grand-chose de la réalité. Alors, je vais donner 2 exemples qui m'ont frappé dans l'actualité récente à propos de la Russie en Occident, c'est-à-dire à propos de la vision occidentale de la Russie. Sur la question du système politique, donc après l'invasion de l'Ukraine, il y a eu cette contre-offensive ukrainienne, le soutien de l'Occident, enfin, bref, les livraisons d'armes, etc. Et pas tout de suite, mais un soutien d'abord politique dans le mois de mars-avril. Et le discours, c'était
le discours le plus radical à l'époque, c'était, qui était moins radical qu'aujourd'hui, hein, je vous fais observer, bon, ce serait pas mal si on pouvait quand même renverser Poutine. C'est quand même l'idée, ce serait quand même se débarrasser de ce tyran. Hein. Et donc je vous cite Jens Stoltenberg, je vous connaissez peut-être, qui est un monsieur, qui est ancien Premier ministre de la Norvège et qui est secrétaire général de l'OTAN, je crois, ou direct, enfin je ne sais plus comment c'est, secrétaire général de l'OTAN. Donc 21 avril 2022, Poutine est devenu un tyran illégitime dont la légitimité ne tient plus que par la répression des oppositions. Le système politique est au bord de l'effondrement. Fin de citation. Alors ça, c'est intéressant, parce que ça, c'est vraiment typiquement, je dirais, le mode de production de l'idéologie aujourd'hui. On affirme et on énonce une vérité qui va être prise en boucle, etc., et qui va finir par devenir une espèce d'évidence. Voilà, les gens sont pressés, regardent leur truc dans le métro, ils disent qu'est-ce que je vais dire tout à l'heure à la conférence de presse. Tiens, il y a Jens Stoltenberg qui a dit ça, bah, tiens, super. Il faut que je me positionne par rapport à Jens Stoltenberg, etc. Donc, on a vu après dans la presse américaine plein de gens qui se. Bon, alors, qu'est-ce que ça veut dire? Bon, est-ce que c'est vrai ça, en fait? Est-ce que c'est vrai que Poutine est un tyran illégitime, dont la légitimité ne tient plus que par la répression des oppositions, le système politique est au bord de l'effondrement? Bon, bon, c'est un peu ma spécialité, tout ça, alors je ne veux pas me lancer dans trop d'explications, mais disons que c'est quand même une vision légèrement déformée de la réalité. Je vais euphémisme. Hein, on peut mettre en doute, plus exactement, porter un bémol à cette... voilà. Qu'est-ce qu'on voit? Moi, ce que je vois, c'est qu'il y a des sondages en Russie. Après, ils valent ce qu'ils valent. Moi, la question que je me pose, c'est pas tellement comment on vote. Bon, que Poutine soit réélu avec 70-80% des voix, c'est pas tellement étonnant vu la configuration du système politique, mais on va plutôt se poser la question de savoir, se poser une autre question, de savoir qui vote. Voilà, qui est-ce qui va voter? Et quand on se pose cette question, on s'aperçoit d'un truc assez simple que peu de gens remarquent, c'est que le socle des votants, les gens qui se déplacent pour aller voter aux élections en Russie, c'est d'abord, pour être très très simple, alors, qui c'est? Alors, on regarde aussi qui ne va pas voter. Voilà. Et on s'aperçoit en fait que, contrairement à la situation qui prévaut en France et dans la plupart des pays occidentaux, où l'abstention frappe plutôt massivement même les couches populaires, ce qui fait que, en fait, la légitimité politique, c'est-à-dire le vote, repose davantage sur les classes moyennes supérieures et leur loyauté, classe moyenne supérieure et classe supérieure. Ça, c'est un trait qui est une réalité, par exemple, en France, aux États-Unis, etc. En Russie, c'est tout à fait autre. C'est-à-dire que les couches populaires votent beaucoup plus que les couches moyennes supérieures ou supérieures. Les classes moyennes supérieures des grandes villes, les plus occidentalisées, les plus susceptibles d'être les plus critiques à l'égard de Poutine, sont abstentionnistes. Alors on peut dire qu'elles sont abstentionnistes parce que c'est Poutine et c'est le parti Russie Unie qui traficole les élections. C'est vrai qu'il y a une domination de l'offre politique par Russie Unie, mais néanmoins c'est quand même une réalité qui dure depuis les années 90. Si on regarde la sociologie électorale, c'est que ça a toujours été comme ça depuis les années 90. Donc, on peut dire aussi, on peut faire une analyse aussi beaucoup plus rationnelle, dire, eh bien, écoutez, le poutinisme, c'est quoi? Mais c'est aussi un discours qui colle à la majorité de ceux qui vont voter. Hein. Donc, voilà, la majorité n'adhère pas aux propositions de l'opposition radicale, qui est à la fois sociologiquement marginale, qui en plus est située dans les couches populaires et les couches abstentionnistes et moyennes supérieures des grandes villes métropolitaines, etc. Donc, il y a un certain ancrage du poutinisme dans le tissu social, ce qui fait qu'en fait, bon, alors l'affirmation qui consiste à dire que Poutine est un tyran illégitime et qui pourrait être renversé comme ça d'un coup de baguette magique, enfin un pouce et hop il tombe, c'est pas vrai. En tout cas, ça mérite quand même d'être examiné. Autre affirmation. Là, je cite, je suis parti de phrases très simples. Comment s'appelle-t-il notre ami, le Premier ministre canadien, là, Justin, voilà, Trudeau. Les sanctions vont avoir... On parle des sanctions économiques, 4e train, donc au mois de mai, je crois. Les sanctions économiques vont avoir un effet assez rapide. Elles vont affamer le peuple russe et vont faire s'écrouler la Russie en 3 mois. Bruno Le Maire, un peu avant... Bon,
Est-ce que bon, je pense que j'ai pas besoin de reciter la fameuse phrase. Bon. Alors, ok, donc ça va s'écrouler, les classes moyennes russes vont s'écrouler, etc., etc. Bon, alors qu'est-ce qu'on a vu, hein? Bon, ben, on a vu que ces sanctions, avec le gel des avoirs bancaires, etc. Moi, je connais des gens qui viennent travailler en France depuis des années, des Russes qui c'était très compliqué. Enfin, les histoires bancaires, c'était infernal. Moi, je gérais des professeurs qui viennent dans mon université depuis 20 ans, avec des comptes bloqués, enfin, passant, bref. Alors, ça a surtout emmerdé, en fait, les plus riches. Hein. C'est-à-dire, ça a surtout emmerdé les gens qui avaient des avoirs à l'étranger. Hein. C'est-à-dire des Russes qui avaient des avoirs en Occident ou qui avaient des intérêts en Occident. Et ce qui a plutôt, alors, sinon, conduit à les mobiliser derrière le régime, du moins, ça les a plutôt poussés à ne pas se mobiliser pour appuyer le discours occidental contre la Russie, en fait. C'est ça, ça a eu un effet complètement inverse. Moi, j'ai pu l'observer. Et en fait, ce qu'on n'a pas vu non plus, c'est que les couches populaires en Russie, elles ne sont absolument pas touchées par ces trains de sanctions financières. Et que donc, cette dimension qui a été non perçue, en fait, en Occident, encore une fois, elle a été, explique bon, un certain échec hein, des sanctions, mais ça explique, encore une fois, que la virtualisation de cet ennemi russe, à travers ces phrases, cette communication, désignation fabrication d'un ennemi, qui n'a plus tellement grand-chose à voir avec la menace réelle qui fait peser à notre pays, il a des effets dans notre perception de la réalité. C'est-à-dire qu'on ne comprend plus grand-chose. Dernier point, dernière remarque comme ça, c'est qu'il me semble que la guerre, au sens classique, devient un théâtre secondaire. Et moi, ça me frappe beaucoup. Tout à l'heure, Pierre, vous avez dit vous avez dit quelque chose qui m'a fait penser à ce que je fais dire maintenant. C'est-à-dire ce qui me voilà, donc je ne sais plus quoi, mais vous allez retrouver. Moi, ce qui me frappe beaucoup dans cette guerre, en la regardant un peu sur les chaînes françaises, sur les chaînes occidentales, russes, et puis en regardant un peu Internet, en étant abonné à des chaînes Telegram diverses et variées, c'est que on n'a pas d'images, en fait, vraiment, des vraies images, c'est-à-dire des vraies images des combats, des vraies images des tranchées, des vraies images hyper immondes de ce qui se passe, de la boucherie en cours, hein, qui est une boucherie immonde, il faut quand même le dire, hein, c'est vraiment, il y a beaucoup de morts et beaucoup de blessés, c'est absolument terrible. C'est comme si, c'est pas que ça n'existait pas, parce que c'est évoqué, on voit des images comme ça furtives, un petit tank léopard qui traverse, des armes, on interviewe des Ukrainiens qui sont, qui disent ce qu'ils ont à dire, ils sont dans leur rôle, ils se battent, voilà. Mais il y a aussi, je dirais pas une virtualisation, mais un flou sur le théâtre des opérations lui-même, c'est-à-dire au sens militaro-stratégique. Alors, on voit beaucoup, par contre, de généraux et de colonels sur BFM, LCI, et on reconnaît, côté russe aussi, on en voit pas mal. Des experts, des gens qui vous expliquent, ouais, attention, l'offensive de Bakhmout, attention, là, il y a 36,8, machin chouette. Bon. Moi, ça me passe complètement à côté de la tête. Ce que je vois, c'est qu'on ne montre pas ce que c'est que la guerre. Voilà. Et on en parle beaucoup. Tous les jours, on nous parle de la guerre, mais on ne la voit pas. On ne la voit pas dans les conséquences humaines. C'est-à-dire, vous et moi, on n'est pas militaires professionnels, peut-être parmi vous certains le sont, mais on ne peut pas s'identifier dans cette guerre. On ne peut pas voir ce qui se passe. Donc on a, une compassion, je dirais, par ricochet. On a une compassion parce qu'on imagine être les conséquences de cette guerre, mais qu'on ne voit jamais. Alors, ce qui fait que, en fait, ma réflexion, c'est de dire, voilà, la guerre au sens classique, c'est-à-dire la guerre physique, est devenue presque secondaire par rapport à la guerre qui est autre chose. Et donc, ça me fait penser que peut-être la vraie guerre, elle est ailleurs. En fait, c'est pas ça. Que la guerre, finalement, les gens qui meurent, ça, ils meurent. Bon, c'est pas vraiment ça le problème. C'est pas vraiment le fait de prendre Bakhmout ou pas prendre Bakhmout, ou d'avancer ou de reculer ou de je sais pas quoi, mais c'est plutôt de savoir qui aura le contrôle du discours sur le résultat final, c'est-à-dire qui a gagné. Voilà. Qui sera en mesure d'avoir la bonne argumentation pour dire voilà, j'ai gagné, même s'il n'a pas vraiment gagné sur le terrain, etc.
La guerre se déroule en fait aussi pour la définition du théâtre des opérations lui-même, en fait. C'est ça qui me semble intéressant. C'est-à-dire que l'objectif, c'est pas vraiment de gagner par les armes, mais de gagner par le discours le plus efficace sur la victoire. Tout est guerre, si vous écoutez la télé. C'est la guerre économique, la guerre énergétique, la guerre ethnique, la guerre numérique, la guerre, je sais pas quoi, la guerre contre la drogue. La guerre est partout et donc elle est nulle part. Et donc cette guerre russo-ukrainienne est un théâtre très intéressant de ce point de vue, du point de vue de la virtualisation de la guerre. Et en fait, finalement, je vais finir, cette nouvelle guerre froide Russie-Occident, c'est un des théâtres d'une guerre beaucoup plus vaste, me semble-t-il, qui oppose le bloc occidental, enfin les Occidentaux, qui sont eux dans une logique de construction d'un ordre mondial post-étatique, post-national, libéral, société ouverte, marché mondialisé, suprématie financière, etc. Tout ça, on connaît tout ça très très bien, avec l'idée qu'on va s'appuyer davantage non pas sur des États et des citoyens de leurs États, mais plutôt sur des réseaux, dans des sociétés civiles mondiales de réseaux transnationaux, etc. Puis en face, vous avez des États qui sont des États, on va dire, classiques, qui défendent leur souveraineté, qui sont appuyés par des sociétés civiles plutôt patriotes, parfois nationalistes, voire agressives, parfois, et qui perçoivent la volonté occidentale de créer, de mettre en place ce nouvel ordre mondial, non pas comme une offre alléchante, mais comme un danger pour leur survie. Alors, ça m'amène à ma conclusion, qui n'est pas très originale, mais c'est que, en fait, la Russie mène... alors, il y a quelque chose de très intéressant sur ce conflit, me semble-t-il. Je ne sais pas ce que vous en pensez. C'est aussi pour ouvrir le débat que je lance dans cette réflexion un peu ouverte. Il me semble que dans cette guerre russo-ukrainienne, russo-ukraino-occidentale, je ne sais pas comment la qualifier, la Russie, de son côté, mène sur plusieurs plans et arrière-plans une seule et même guerre. Je m'explique. La guerre, c'est pour les régions orientales de l'Ukraine, contre une Ukraine qui pourrait être un danger sécuritaire pour la Russie, et aussi contre le bloc occidental, etc., etc. Donc, du point de vue russe, cette guerre est présentée comme défensive, et l'engagement dans cette guerre est justifié par le ralliement, et encore, je dirais, encore plus justifié par le ralliement stratégique de l'Ukraine à l'Occident. Bon, la Russie mène une guerre sur plusieurs plans, mais elle mène une guerre. En face, les Ukrainiens et l'Occident combattent ensemble, mais ils ne font pas la même guerre. Et ça, c'est quelque chose qui me paraît important, me semble-t-il. C'est que les Ukrainiens sont dans une guerre, on pourrait dire dans un combat patriotique pour leur État-nation contre la Russie, qui est perçue comme une menace existentielle, comme l'empire du mal, en quelque sorte. On n'a pas le temps, mais il y a beaucoup de choses à dire sur la manière dont on mobilise, côté ukrainien, des discours... ancien qui remonte bien avant l'URSS, enfin, le discours du 19e siècle, la nature moscovite de l'État russe, etc. Enfin, bon, je suis en train de travailler un truc, si tout va bien, vous pourrez lire des choses intéressantes sur ce point au mois de juin, mais il y a une mobilisation du passé et des récits historiques qui est très forte. Mais l'Ukraine se défend l'État, la nation ukrainienne, son existence, etc. L'Occident, lui, ne défend absolument pas du tout son existence. Bon, il mène un combat, en fait, par ricochet contre la Russie pour redéfinir un ordre mondial, sachant qu'il perçoit la Russie comme une espèce de caillou dans la chaussure de la définition de cet ordre mondial. Ce qui fait qu'en fait, ça m'amène à la remarque finale que l'Occident se trouve, lui, contrairement... Et bon, et les Ukrainiens se placent du côté occidental parce qu'ils s'imaginent, en tout cas les Ukrainiens actuellement au pouvoir, s'imaginent que c'est la meilleure option et que ça va les aider à obtenir ce qu'ils veulent, ce qui n'est pas du tout certain à mon sens. Mais bon. L'Occident se trouve dans une situation de dissonance stratégique, me semble-t-il, entre les différents théâtres du conflit. C'est-à-dire, d'un côté, il y a le conflit militaro-stratégique, il faut défendre l'Ukraine. Sur le théâtre économique, il faut frapper la Russie. Et sur le théâtre informationnel, il faut promouvoir les valeurs démocratiques. Bon. Donc, la Russie se présente dans une posture défensive. On peut contester la réalité de cette posture défensive, mais elle se présente comme ça. Tandis que l'Occident est dans une posture soit tantôt défensive, tantôt offensive, selon le théâtre sur lequel il se présente. Ça crée des dissonances qui, à mon avis, sont un problème de fond pour la stratégie occidentale.
Et ça pose un problème de fond pour construire un narratif cohérent de victoire aussi. Parce que plus vous avez de théâtre et plus vous avez de victoires à faire, et ça va poser un certain nombre de problèmes. Et parce qu'il va falloir non seulement marquer une victoire, mais aussi masquer les non-victoires sur les autothéâtres. Et là, pour le coup, la stratégie occidentale, dans la nouvelle guerre froide, me semble avoir comment dire, un problème majeur à cet égard. Bon, je m'arrête là, parce qu'on pourrait parler encore des heures. Et pour laisser la parole au débat et à la salle, merci de votre attention. Moi, je vais plus loin que les médias. Hein. Moi, je parle du complexe militaro-intellectuel parce que, si tu veux, tout ce que tu dis sur les médias est exact, mais comme les médias le disent, ce ne sont que les médias. C'est-à-dire, encore une fois, c'est le droit d'accès. Bon. Rappelle-toi de cette couverture extraordinaire du Sun, qui était le groupe Fox News sur Chirac. Chirac est un ver de terre, parce que Chirac refusait d'aller en... Donc on atteint rarement ces degrés de bêtise, mais enfin, en l'occurrence, on a quelques groupes de presse qui sont très très forts sur le sujet. Mais encore une fois, si tu veux, moi ce qui va frapper, c'est la tranche napolitaine, si tu veux, des différents intervenants qui vont justement alimenter ces scènes médiatiques. Et donc tu vas avoir des académiques, des humanitaires, tu vas avoir des journalistes de guerre, tu vas avoir tous ces gens-là qui vont tous venir avec une légitimité partielle, si tu veux, pour dire non, 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 mais la guerre importante, c'est celle-là. Et l'ennemi, c'est celui-là. La décennie 90, c'était table ouverte. Il y avait 400 crises à la surface de la planète, donc tu avais des VRP qui circulaient. J'en connais un qui s'appelle Jean... moi, je ne le cite même pas, c'est pas la peine. Mais qui revenait en disant « J'en viens, je sais qui sont les gentils, je sais qui sont les méchants, et on ne peut pas ne pas. » Si tu veux, le double argumentaire, c'était ça, c'est de dire « Il fallait qu'on fasse quelque chose. » Donc ça s'est stratifié, si tu veux, et évidemment, ça explose avec la Russie. Bon. Autre phénomène que tu as très bien connu, c'est que quand l'URSS explose, les soviétologues sont en crise, tu le sais bien. Et comme il se trouve qu'à ce moment-là, il y a l'islamisme salafiste qui apparaît, hop, le champ d'activité disparaît complètement. Donc il y a effectivement, les sièges sont à peine chauds que déjà on a toute une nouvelle génération d'intervenants et qui vont faire que l'intérêt médiatique va se déporter et laisser tomber la Russie. Et aujourd'hui, c'est la revanche des soviétologues. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire, on dit, voyez, on vous l'avait toujours dit. Enfin, moi, je l'ai constaté sur certains articles. Donc, évidemment, encore une fois, le média n'est que le moyen de... Dernière remarque. Notre vocation à donner des leçons à la planète entière. J'avoue que je m'interroge beaucoup sur le débat sur les LGBTQ+. Parce que d'abord, je ne sais pas parce qu'elle est le plus, mais enfin, en tout cas, ça ouvre la suite. Surtout quand on en parle avec les Saoudiens. Je ne sais pas pourquoi, j'ai l'impression qu'ils ne comprennent pas. Alors que, bien évidemment, c'est un système de valeurs auquel il faut qu'ils adhèrent, parce que, encore une fois, nous sommes le bien. Dernière remarque, je suis tout à fait d'accord avec toi sur l'ennemi virtuel, parce qu'à partir du moment où tu dois te battre contre les salafistes djihadistes, qui sait? Tu vois ce que je veux dire? Avec la Russie, on avait du consistant, tu vois, on avait quelque chose de sérieux. Là, maintenant, on est revenu dans des systèmes normaux. Tandis que les salafistes, bon, écoute, tu ne sais pas comment les expulser, tu ne peux pas qualifier l'Arabie Saoudite de pays allié. Enfin, tu vois, tu as toutes ces scènes-là. Et ce que tu dis sur ces errements, si tu veux, de la définition et les difficultés dans lesquelles on est aujourd'hui pour poser une problématique stratégique, parce qu'il faut la parcelliser, il faut la mettre sur chaque crise différemment. Et ça, bah, évidemment, on a l'avantage d'avoir retrouvé la Russie. Au moins, ça remet de l'ordre. Puisque c'est existentiel. La Russie ne peut pas perdre, les États-Unis ne peuvent pas perdre, l'Occident ne peut pas perdre la face, et tout le monde veut la défaite de la Russie. Comment on va arriver à la paix? Moi, je suis personnellement assez d'accord avec les positions qu'a pris Macron. Dans son premier discours, pas le dernier, hein, pas celui de la rencontre avec Zelensky, mais le discours précédent, il disait quelque chose qui me paraissait une ligne de crête extrêmement difficile à tenir, mais qui me paraissait la plus juste, c'est-à-dire, il disait l'assistance occidentale aux Ukrainiens s'élèvera de façon à ce que la Russie ne puisse pas gagner la guerre. Si la Russie se rend compte qu'elle ne peut pas gagner la guerre, et on le voit bien avec la montée en grade, si vous voulez, des différents matériels qui sont sollicités, à ce moment-là, on s'asseyra sur une table de négociation. Deuxième aspect, mais qu'il n'a pas évoqué, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il y a à négocier, hein, donc Crimée, Donbass, Donetsk, etc. Mais en tout cas, de ne pas parler à Poutine me paraît une erreur fondamentale. Bon, voilà, donc il a cette ligne, il la tient. Bon, quand il était avec Zelensky, c'est pas là qu'il va rappeler qu'il continue à discuter avec Poutine, mais je trouve que cette ligne est juste.
Encore une fois, la Russie sera encore là dans quelques années, hein, je crois. Je ne pense pas qu'elle va disparaître d'ici là. Et donc, il y a un fait géopolitique, il faut le prendre en compte. Donc, il faut trouver les moyens de la négociation. Et un des moyens qui me paraissait cohérent, c'est de dire de toute façon, nous ne sommes pas belligérants, mais de toute façon, on empêchera de gagner cette guerre. Après, effectivement, les voies et moyens de la diplomatie, c'est du métier, c'est pas ce que je suis capable de faire. Je crois que vous avez raison d'insister sur la dimension histoire longue qui fait l'identité d'un pays. Bon. Cette histoire longue, justement, c'est le contraire de la chaîne d'info en continu. Parce que, prenez le cas de la France. La France a une mythologie révolutionnaire depuis 1789 qui traverse toutes les époques, c'est-à-dire nous étions le phare de l'humanité. Et donc vous voyez que même quand il y a des manifestations un peu si consistantes, on évoque tout de suite la Révolution. Bon, je vous cite un épisode que vous avez tous vécu. Vous vous souvenez de cet épisode Nuit debout? Vous savez ce qu'il voulait? Ben, il ne voulait pas travailler dans la journée, je crois que c'est ça la conséquence, non? Et bien, tout de suite, on a parlé de Révolution. Après, on en a parlé pour les Gilets jaunes. Donc cette histoire longue, si vous voulez, c'est aussi celle à laquelle on fait référence. Moi, je suis très sensible au fait que, si vous voulez, quand on pense que les Américains ont perdu sur les 2 théâtres d'opération autant d'hommes que les Russes dans la seule bataille de Stalingrad, ça ne vous laisse pas le même message derrière. C'est ça, et c'est ça que je crois qu'il a raison d'insister sur le fait que c'est un élément constitutif de la mémoire collective qu'on n'a pas compris. Pourquoi ne pas aller aux célébrations de la bataille de Stalingrad? Ça veut dire qu'on punit la population russe. Pourquoi est-ce qu'on ne les invite pas à la libération du camp d'Auschwitz? Parce qu'on veut punir la population russe? Vous voyez ce que je veux dire? Ne pas comprendre cette dimension identitaire, je trouve que c'est d'une bêtise insigne. Je vous remercie beaucoup Jean-Robert et Pierre. Vraiment merci.